à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade qui va être consacrée, on ne sait pas pendant combien de temps, mais ça va être probablement un peu long, à la journée des transitions du 13 mai. C'est un samedi, ça, le samedi 13 mai 2023, bien sûr. Et on va parler de tout cela avec nos invités. Bonjour André, d'abord. Bonjour camarades. Voilà, oui, camarades, absolument. Bah oui, on fait la même chose. Hein. Oui. On agit dans le même sens. Bonjour Jérôme. Bonjour aux copains alors et aux copines. Voilà. Jérôme qui est président du Conseil de développement. Bonjour Marie-Christine. Bonjour tout le monde. Alors Marie-Christine qui est présidente d'un tiers-lieu qui était une ancienne école primaire de Bollon, c'est cela hein? Oui. Ça s'appelle La Ruche. Voilà, le lieu s'appelle La Ruche et l'association qui gère le lieu s'appelle aussi La Ruche. D'accord. Ça a été attribué par la communauté de communes, par la commune, par comment ? Donc c'est la commune qui souhaitait rassembler un petit peu tous les habitants, non seulement de la commune, mais aussi du territoire, et qui nous ont confié ce lieu par une convention pour l'ouvrir à tout le monde. D'accord. Virginie aussi. Bonjour. Toutes et tous. Virginie et Thomas aussi. Bonjour. Thomas, alors... Tous les deux, vous représentez le GIEC, c'est le groupement d'intérêt... Le groupement d'initiative éco-citoyenne des Vallons, c'est le GIEC des Vallons. D'accord. Alors ne pas confondre avec le GIEC au niveau national et international, hein, bien connu. Et intercommunal, c'est la même chose. Jean Jouzel, qui est d'Ille-et-Vilaine, d'origine d'Ille-et-Vilaine, y officie depuis pas mal d'années à propos du climat. Alors, le Conseil de développement de nos territoires organise cette journée des transitions du 13 mai prochain à 3 endroits différents. Vous pourrez me corriger éventuellement, je fais une petite introduction ici. À Bourg-des-Comtes d'une part, à Guichin d'autre part, à Bollon d'autre part, à la Ruche, nous venons d'en parler. Il s'agit de montrer ce qu'a fait le Conseil de développement via plusieurs groupes de travail en lançant plusieurs chantiers qui devraient induire certaines transitions souhaitées par les citoyens et s'imposant de par les réalités du moment et du territoire. Ainsi, différentes transitions sont à encourager dans différents domaines. Le domaine agricole, l'écologie, la santé, le social, allant des jeunes aux seniors, l'éducation, la citoyenneté, et puis on peut en concevoir aussi d'autres. Sûrement on en parlera. Rappelons que le Conseil de développement se veut un exemple de démocratie participative et consultative des citoyens, ayant pour objectif de faire remonter aux élus les demandes et les problématiques des habitants du territoire. Son président Jérôme Arbez nous précisera sûrement cela au cours de nos entretiens ici, notre entretien. Par ailleurs, nous présenterons cette journée des transitions en indiquant les différents stands des expositions, des films, ou un ou deux films, les exposés, des conférences, des posters, et puis un dîner surprise dont le menu sera peut-être tenu secret, n'est-ce pas Jérôme ? Enfin, on verra, ça commencera à 19h. Voilà. Alors, la présentation de nos invités, elle vient d'être faite, donc le débat va être lancé. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle une transition, puisque c'est la journée des transitions. Chacun va pouvoir exprimer son avis, étymologie du latin, du grec, on vous du écoute, belge. Et puis différents sens. Du grec. Ah, moi, du belge. Ouais, je pensais que c'était du latin transitio, moi aussi. Oui, on m'a dit ça aussi. On t'a dit ça aussi. On m'a dit ça aussi. D'accord. Alors, quel sens vous mettez dans le mot transition ? Peut-être Thomas, peut-être Jérôme, peut-être Virginie, peut-être Marie-Christine, et peut-être, bien sûr,
André. Allez-y, ne vous bousculez pas, exprimez-vous. Non, en fait, on s'est un peu fait aider, parce qu'on s'est posé cette question il y a quelques mois, même un peu plus longtemps maintenant, qu'on a commencé à travailler sur ce sujet avec le Conseil de développement, puisqu'on a été lauréat d'un appel à projet de la région. Oui. Quel était cet appel à projet ? C'était mobilisons les Bretonnes et les Bretons pour les transitions. Dans le cadre de cet appel à projet, on a présenté un dossier avec un certain nombre d'actions et assez vite on s'est dit alors il fallait faire un inventaire des transitions sur notre territoire, mais assez vite on s'est dit en fait qu'est-ce qu'on entend par transition, c'est quoi les transitions, et du coup on a travaillé avec un groupe d'étudiants qui nous ont accompagnés sur ce sujet-là. Et la première étape, des étudiants de Rennes 2, Master 2, de Rennes 2, environnement, territoire et acteurs. D'accord. Donc c'est leur mémoire, ça fait partie de leur mémoire de Master 2, c'est ça ? C'est ça. C'était leur mémoire, leur travail de fin d'année. Et la première étape, ça a été effectivement de définir les transitions au regard de notre territoire pour les inventorier ensuite. Et sur la définition qu'ils nous ont proposée. Et alors, on envisageait avec eux, les transitions étaient envisagées dans le champ de l'écologie. Alors, ils ont fait tout un travail historique. Quand est-ce que ce terme est apparu les premières fois dans le champ de l'écologie ? Donc, ils sont remontés. Première apparition, ça revient dans les années 70 avec le rapport Mido où on parle d'une transition. Oui, à Milo, bien sûr. On se rappelle. Pour passer d'un système de croissance à un système d'économie durable et équilibré, à l'équilibre. Donc en fait, la définition à laquelle on est arrivé, c'est qu'en fait, les transitions, c'était les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire à long terme des besoins du territoire en limitant les impacts de ces moyens. Alors, implicitement, les impacts sur quoi ? Sur l'environnement au sens large. Donc, implicitement, on comprend qu'on part d'un état où ces moyens sont pas satisfaits ou mal satisfaits, et en tout cas qu'ils ont des impacts importants sur les territoires qui font qu'à long terme, on sait que les besoins ne seront plus satisfaits ou les impacts seront plus gérables. D'accord. Ces transitions, elles correspondaient à une demande des habitants, des citoyens des territoires, ou plutôt de théoriciens du territoire, ou de la part d'une réflexion des étudiants engagés dans ce Master 2. C'est un questionnement, c'est tout. C'était plutôt une proposition des étudiants, donc à travers ce travail-là qu'ils ont fait, et qui finalement a été validé de manière un peu consensuelle par le Conseil de développement, en fait, qui représente la société civile, mais en effet, on n'a pas été questionner les habitants un par un pour savoir si cette définition ils s'y retrouvaient. Oui. Mais on s'est dit que c'était quelque chose qui était assez parlant et on l'a validé. Alors peut-être Jérôme peut nous éclairer là-dessus. Il y a une résonance par rapport à la population. Je crois que cette résonance au niveau de la population, c'est plutôt la région qui l'a portée en proposant cet appel à projet et en proposant une enveloppe. Donc on a réussi à avoir une enveloppe de 50 000 € qui n'est pas rien, sur le projet Mobilisons les Bretonnes et les Bretons sur les transitions. Donc au niveau de la région Bretagne, il y a une vraie réflexion sur ces transitions au sens large, et l'idée de la région, c'est plutôt de faire remonter des territoires, des actions de transition et un modèle qu'il faudrait changer peut-être en Bretagne, ou en tout cas la réflexion autour de ce modèle des transitions et permettre, je dirais, une acceptation des citoyens au fait que ces transitions, selon moi, elles sont inévitables. Oui. Voilà. Jérôme, vous disiez transition au sens général. Ça veut dire quoi, au sens général ? Au sens général, c'est-à-dire que dans transition, vous l'avez très bien développé. Il y a les transitions sociales, il y a les transitions même économiques. On est dans un monde qui, de toute façon, est en transition. On est toujours en transition quelque part. Tout à fait, tout le monde. Donc voilà. Donc et même après, individuellement, on est toujours en transition. Voilà. Il y avait aussi une idée qui était importante. C'était de faire remonter
ces projets de transition sur le territoire. Et là, Virginie peut nous en parler mieux parce qu'elle a encadré un petit peu le travail des étudiants et on réussit à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Oui, donc vous étiez maître de stage, Virginie non, alors j'étais pas maître de stage. On est avec Thomas et puis une troisième, Anne de Crevin. On a été parmi les membres du conseil de développement. On a suivi pour le conseil de développement les étudiants dans ce travail-là, les guider un peu et puis leur donner un peu des ressources. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail assez important. Ouais. André, tu voulais dire? Oui, dans toute transition, il faut penser aussi à la finalité. Parce qu'il y a ceux qui transitent, les choses, les aides, etc. Mais il y a aussi l'ensemble. Et la finalité, finalement, c'est de réduire l'impact sur la nature. Mais quels sont les acteurs qui jouent un rôle important sur cet impact? Il y a le monde agricole, notamment. Il y a le monde industriel. Alors, que proposez-vous à ce niveau-là? Alors, la première étape avec les étudiants, c'est ce qu'on vient de dire, là, c'était comment on définit la transition. Et ce que leur mission, c'était d'identifier les initiatives de transition sur le territoire, justement. Donc, il fallait déjà qu'on sache de quoi on parle. Donc, on s'est donné une définition commune de ce qu'étaient les transitions. Et après, on s'est penché sur quels étaient les besoins fondamentaux du territoire et comment on y répondait. Donc les besoins fondamentaux, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est se nourrir, se loger, se soigner, être en sécurité, avoir un environnement sain, apprendre. Donc ça, on oublie, mais voilà. Ça, Thomas, ce sont les transitions nécessaires et souhaitables sur notre territoire, hein, c'est ça? Oui, globalement, on peut souhaiter que toutes les transitions puissent se faire. Et voilà. Une question jointe. Parce qu'une transition, c'est par rapport à une population. Or, les populations augmentent de manière extrêmement importante, notamment en Bretagne, sur la côte. Donc, il y a un problème qui est lié, c'est que plus la population augmente, même si elle fait moins d'impact sur la nature, elle en fait quand même. Alors, est-ce qu'on serait pas trop nombreux, par exemple, sur les côtes en Bretagne? Alors, qu'est-ce que tu proposerais, André, là? Rien du tout, mais c'est un problème qu'il faut jamais oublier. C'est que le nombre d'habitants, quand on respire dans une pièce fermée de l'air et qu'on est nombreux, s'il n'y a pas d'apport d'air extérieur, il y a danger. Quand on est sur terre fermée, quand la population augmente à un certain seuil et ne peut pas habiter partout, ça pompe sur la nature, même si on ralentit. Ça pompe quand même. Alors donc, quel est le seuil? Pardon, mais combien d'habitants sur nos territoires ici? 75 000, je crois. Oui, on est à 78 000. Le territoire qu'on peut composer, je dirais le conseil de développement, c'est 2 communautés de communes, Bretagne, Porte-de-Loire. Quelle surface ça représente, ça, à peu près? Les 2 communautés de communes représentent à peu près 78 000 habitants et en mètres carrés, je pense qu'on peut le savoir. En kilomètres carrés, on peut le savoir facilement. D'accord. Mais la densité est importante, la densité de population. La densité est importante et la densité est un problème. C'est-à-dire que je voudrais reprendre ce que dit André, mais je pense que aussi sur les transitions, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le partage. C'est la mise en commun des choses. Et je crois qu'André parle des côtes du Morbihan peut-être, mais moi c'est une façon de dire. Pour illustrer le propos, les zones habitables entre guillemets sont pas extensibles à l'infini et la population augmente. Et il faut qu'elle loge quelque part et ça crée forcément des tensions. Je crois que la première transition, ce sont les gens qui ne peuvent plus habiter où ils habitaient. Où ils travaillaient en général. Ils travaillaient aux habités. Pour quelles raisons ils ne peuvent plus habiter, par exemple? On parle du changement climatique, on parle de la montée des eaux, et on parle aussi, je dirais, de la désertification, de l'augmentation de la température. Donc il y a toute une partie de la population qui ne peut plus vivre où elle habitait. Et ça, c'est actuellement. Donc si on n'y réfléchit pas dès maintenant au niveau des transitions, pour qu'elles soient acceptables par tous, on va subir ça. Et le mieux, c'est engager une démarche. Pardon, Jérôme. Sur notre territoire, déjà, par rapport
aux modifications climatiques, il y a aussi cette problématique-là qui se pose par rapport aux agriculteurs, par exemple. Je voudrais juste dire que, en termes de quelques années, l'augmentation de l'irrigation en France a été augmentée de 14%. Ce qui est énorme, et se pose la question de l'eau sur notre territoire. Marie-Christine, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais juste... Vous vouliez dire quelque chose, Marie-Christine ? Par rapport à ce que vous disiez, c'est la transition, c'est comment vivre ensemble aussi, et comment transiter ensemble. Donc, effectivement, il y a tout un tas de problématiques, en particulier... sur l'impact environnemental, mais il y a aussi l'impact sociétal. Moi, je rejoins aussi quand on voit au niveau de la migration de populations qui viennent sur notre territoire, c'est comment habiter ensemble et aussi avec le maintien de la population en place. Et aujourd'hui, on se rend compte que quelquefois, il y a toute une partie de nos concitoyens qui sont obligés de migrer dans des loyers moins chers parce qu'il y a des zones qui ont eu des augmentations. Donc la transition, c'est aussi comment aborder ce que disaient les étudiants, c'est-à-dire pouvoir loger tout le monde, tout à fait. Pouvoir que tout le monde puisse vivre ensemble, et dans quelles conditions pouvons-nous vivre ensemble. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Il y aurait des lois à changer, alors, par exemple, par rapport à l'accession à la propriété. Finalement, à travers l'étude de ces étudiants, quelles sont les transitions ? Est-ce que vous avez listé, en quelque sorte, les transitions nécessaires ? Les domaines qui avaient été retenus par les étudiants, parce que le travail a été sur un temps donné, donc évidemment ils pouvaient pas explorer tous les domaines. On s'est concentré sur 3 domaines majeurs: l'alimentation, donc production agricole, le logement et l'énergie. Après, ce sont effectivement pas les seuls. Sur un territoire périurbain, rural comme le nôtre, il y a la question des mobilités aussi qui est énorme, ce qui d'ailleurs ressort du PCAET. Donc voilà, ça a été vraiment ces 3 thématiques-là qu'on a développées, plus sur lesquelles ils ont fait l'inventaire, mais il y en a d'autres, type mobilité, qui sont aussi à intégrer. Alors je ne sais pas, quand les étudiants soutiennent un mémoire de Master 2, c'est individuel normalement ou c'est en groupe là ? Là, c'était en groupe. C'était en groupe. Ouais, alors, quel est le titre de leur mémoire ? Si c'est pas un scoop. Question. Rapport de l'atelier professionnel sur le recensement des initiatives de transition sur le pays des Vallons de Vilaine, en coordination avec le Conseil de développement. D'accord. Et donc, c'est beaucoup plus ciblé. Enfin, vous me corrigez, bien sûr, par rapport aux aspects écologiques, aux aspects environnement, c'est ça, oui ? Oui, on est parti sur ce volet-là des transitions, parce qu'effectivement, il y a le volet sociétal, voilà, vous avez évoqué un certain nombre de volets. On s'est focalisé sur le volet, effectivement, environnemental. Et donc, ils ont recensé sur le territoire les différentes initiatives, et sachant que c'est pas exhaustif et que ça bouge, il y a des projets nouveaux qui arrivent, et ça s'est traduit par une cartographie, et chaque initiative de transition fait l'objet d'une fiche qui détaille. Et tout ceci est dans le document ou est centralisé ? Il y a une extension qui est prévue à tout cela. C'est à la base effectivement dans leur document, mais c'est surtout visible sur le site du Pays des Vallons de Vilaine, avec un lien vers la cartographie, vers toutes les fiches. L'idée est d'en faire un outil dont le Conseil de développement va s'emparer, la population aussi, pour continuer à l'alimenter, à le faire vivre, et puis faire découvrir toutes ces initiatives de transition. Thomas ? Le rapport est disponible, il est téléchargeable d'ailleurs sur le site. Voilà. C'est important pour nos auditeurs et nos auditrices. Ça intéresse. Donc vous pouvez y accéder. Jérôme, comment le Conseil de développement a géré tout ça ? Comment il s'est impliqué dans ce projet ? On s'est impliqué avec des groupes de travail. Oui. Alors quel groupe de travail ? On a plusieurs groupes de travail, mais donc le principal qui a été, c'était
toute l'équipe on s'est partagé les tâches. Voilà. Je pense que la transition, c'est aussi le partage et de ce qu'on a. Et donc, il faut travailler aussi dans l'esprit en équipe. Et donc, par rapport à ça, on a eu 4 actions aussi qui étaient définies. Donc, l'action avec les étudiants, avec le GEC des Vallons de Vilaine. On a eu aussi une action sur les déchets. Oui. Avec l'association Mes Poubelles au Régime de Grégory. On a eu une action avec le CIVAM. C'est le centre CIVAM, ça veut dire... j'ai oublié. D'accord. Écoutez, vous chercherez, chers auditeurs. Avec le CIVAM 35 et sur tout ce qui était agriculture et sur des thématiques qui nous permettaient de parler des transitions vraiment au niveau agriculture sur le territoire. Voilà, donc ça a été une démarche qu'on finalisera à la fin d'année. Et la 4e démarche était sur la participation citoyenne dans les projets, dont le financement, les projets énergétiques. Il y a toute une réflexion sur le fait que des projets d'énergie renouvelable sont beaucoup plus acceptés par la population quand le citoyen en fait partie. Voilà. Et donc c'était donc nous avons sûrement avant le 10 juin une grande conférence sur le crowdfunding, sur le financement participatif. Ce sera quand? On ne sait pas où. On n'a pas encore défini, mais Radio Laser sera au courant et passera le message. On le dira, voilà. Bien sûr, tout à fait. Alors bien sûr, le Conseil de développement s'intéresse à d'autres. Il y a d'autres groupes de travail, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais bon, vous pouvez donc là aussi consulter. Juste, Bernard, si tu veux l'explication. Oui. Marie-Christine. Le CIVAM 35, c'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et ça, c'est... Super, merci. Oui, juste à propos d'agriculture, on sait bien qu'en Bretagne, en ce moment, il y a des tensions fortes entre le monde écologique, entre guillemets, et certaines agricultures industrielles. Ah oui, parfois on dépose des choses... derrière l'agriculture industrielle, il y a aussi toutes certaines coopératives en Bretagne qui sont des coopératives de nom, mais qui sont des forces... Pourquoi ces tensions, André? L'agriculture, entre guillemets, qui se veut vraiment plutôt en permanence dans la durée, en gros écologique, si on veut, pour simplifier, cette agriculture évite de consommer beaucoup de surfaces lisses. Ça, les surfaces lisses, c'est pour les engins agricoles. Donc, les producteurs d'engins agricoles préfèrent effectivement avoir des collines à raser pour mieux fonctionner avec leurs engins. Et en plus, les coopératives ont une tendance à favoriser la production pour retrouver les marchés. Et donc, ça pose problème en Bretagne. D'autant plus que l'eau qui est en Bretagne, elle vient de Bretagne et se jette dans la mer. Et cette eau-là récupère ce qu'on met dans la terre, et généralement des engrais ou autres, insecticides, et on retrouve ça par exemple dans la baie de Saint-Brieuc. Thomas et Virginie, vous en pensez quoi de ce que vient de dire André là? Moi, j'en pense que c'est une illustration exacte, effectivement, de champs dans lesquels les transitions sont amenées à arriver. Alors, difficile, oui, mais amenées à arriver parce que, voilà, si on reprend la définition dont je parlais au début, clairement, on est sur des sujets où les besoins fondamentaux sont en partie satisfaits. Tout le monde mange à peu près correctement. Par contre, c'est compliqué d'expliquer que le système est durable à long terme, même à moyen terme, en fait. Donc, clairement, il faut repenser certainement le mode de production global. La transition arrive à une révolution au sens étymologique. Une transition de ce système de production, par exemple, si on parle de l'agriculture, effectivement. Comment vous voyez ces transitions à faire doucement, doucement, tranquillement c'est urgent, probablement, aussi, pourtant. Ce qu'on avait vu aussi par rapport aux initiatives de transition, on s'est pas mal posé la question aussi avec les étudiants et leurs professeurs qui les accompagnaient, c'est qu'en fait, une initiative de transition, c'est quelque chose qui doit être structurel et qui doit être assez radical Donc radical. Radical dans la... Révolution. Dans le... Comment dire
dans le changement que ça va apporter. Après, ça ne veut pas dire radical dans la forme, ni dans la mise en œuvre, etc. Mais par contre, c'est une transition, on peut parler de transition que quand on va changer certains paradigmes de la chose dont on s'occupe. Sinon, c'est juste une évolution douce, un changement de pratique, mais voilà, qui peut plus s'apparenter à ce qu'on appelle des fois du greenwashing ou de ce genre de choses. La transition, ça implique qu'on change qu'on change en profondeur le mode de production. Voilà, alors ça met le temps que ça met. Voilà. Donc comme le disait Jérôme tout à l'heure, la participation des citoyens est essentielle, bien sûr. Et finalement, ça nous amène à pourquoi cette journée des transitions. C'est à visée didactique. C'est pour amener sensibiliser les citoyens, les sensibiliser effectivement à mieux comprendre ces problématiques. Je ne sais pas, qui veut parler? Cette journée des transitions, Marie-Christine, c'est sûrement partager et faire connaître déjà le travail qui a été fait, la réflexion qui a été faite. Et puis c'est inviter aussi les habitants du territoire à venir accompagner et venir non seulement découvrir ce qui a été fait, mais aussi participer à ce qu'on peut faire ensemble plus tard. Ça, c'est important. Et puis en même temps, c'est partager les savoir-faire, transmettre les savoir-faire, passer un bon moment, et puis faire sa transition avec soi-même. Faire sa transition avec voilà, tout à fait. Et c'est une première, ça, sur le territoire, oui? Oui, je pense. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Cette journée du 13 mai, on l'a bâtie vraiment sur la mise en avant des actions de groupe. Et là, Virginie va peut-être nous parler du matin à Brode-des-Comptes. Voilà. Alors, juste avant, l'idée, c'était effectivement d'une part de rendre visibles toutes ces initiatives de transition, parce que finalement, il y en a quand même un certain nombre sur le territoire et qui sont peu connus. Les étudiants se sont rendus compte, mais les porteurs d'initiatives aussi, qu'il y avait pas, elles n'étaient pas reliées entre elles, et que certains porteurs de projets de transition étaient même pas au courant que dans la commune d'à côté, il y avait aussi une initiative. Donc l'idée, c'était de les rendre visibles au grand public, mais aussi de permettre une certaine mise en réseau en fait de toutes ces personnes-là qui portent des choses qui vont dans le bon sens. Et c'était vraiment ce double objectif, faire connaître et en même temps mettre en réseau pour essayer d'approcher aussi le côté, ce qu'on avait vu avec l'enseignant, le côté systémique aussi du changement, la transition. Si on fait chacun dans notre coin une petite transition, c'est pas ça qui fait avancer la société, le territoire. Donc c'est effectivement de le rendre systémique pour derrière améliorer le vivre ensemble, quoi. C'est vraiment. D'accord. Donc comment les choses vont se dérouler? Comment vous allez favoriser le lien aussi entre vous et les habitants, et entre les habitants entre eux aussi? Comment vous allez vous y prendre? Quel est le programme, finalement, pour faire cela? Alors, pour Bourg-des-Comptes, moi je peux parler du coup pour Bourg-des-Comptes, puisque donc nous, avec l'association Le GIEC des Vallons, donc une association de Bourg-des-Comptes qui s'appelle Des Vallons, qui a ambition de dépasser. C'est une association de Bourg-des-Comptes. C'est une association de Bourg-des-Comptes, mais qui a ambition d'aller au-delà. On a 3 ans d'association. On a porté un certain nombre de choses à Bourg-des-Comptes, et donc tout le programme il va s'articuler autour de ça le matin à Bourg-des-Comptes. Il va y avoir une randonnée qui sera faite, qui partira du centre du village, où on ira rencontrer le magasin Piquetique qui s'est ouvert dans l'ancien bureau de tabac au centre de Bourg-des-Comptes, sur la place de l'église. D'accord. Alors ça, le GIEC n'a rien à voir avec ça. Le GIEC des Vallons n'a rien à voir avec ce Piquetique, mais donc c'est une mercerie qui... Elles sont pas là. Pas mal sur la récup, je pense. Voilà, seconde main, friperie et puis petits travaux. Voilà, donc c'est chouette d'ailleurs d'avoir ça dans Bourg-des-Comptes, là, en Pignon-sur-Rue. Leur magasin est chouette. Et on partira de là, et puis ensuite on ira voir des jardins partagés. Donc on a mis en place, on en a 2 pour l'instant avec l'association, où on a un système de conventionnement entre des propriétaires de jardins
des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas le temps ou l'envie de faire leur jardin tout seul et qui mettent à disposition pour faire le jardin avec des voisins, des gens qui seraient motivés. Le jardin partagé est chez eux ? Le jardin partagé est chez eux, voilà. Et nous, en fait, on intervient comme tiers, le GIEC, pour rassurer les uns et les autres et les propriétaires, parce que voilà, dans la notion d'ouvrir son jardin à des inconnus ou des voisins, c'est pas quelque chose d'évident. On parlait des transitions, mais on est assez là-dessus avec l'association GIEC des Vallons sur les aspects sociétal en fait, le partage de la voiture, du jardin, ça se passe bien, d'un espace commun dans un écoquartier, c'est ça super. se passe bien, ces partages de jardin entre sortir de l'individualisme, c'est ça, entre privés en quelque sorte. Le principal et ça donne du lien aussi, et de la fraternité, de la solidarité, c'est pas mal. Donc on va passer à un de ces jardins là pour voir comment ça se passe. Et puis ensuite, on descendra sur la place de la médiathèque. Il y a 1 an et demi, on a construit des bacs potagers type incroyable comestibles. Donc c'est des bacs sur l'espace public, ouverts à tous, que quiconque peut venir semer, planter, gratter, récolter. Voilà. C'est des jardins ouverts, où on a une notion de partage complète. En fait, ceux qui plantent ne sont pas forcément ceux qui entretiennent. Il y a des règles précises où il y a des règles de conduite écologique, on va dire, du jardin, mais après non, c'est un espace ouvert où la règle doit s'établir petit à petit entre les usagers. Donc ça interroge le rapport à l'espace public, le rapport à l'entretien de l'espace public, toujours au partage. Comment est-ce qu'en fait on envisage qu'il y a un endroit là dans l'espace public où ça appartient à personne, mais à tout le monde aussi, et tout le monde s'en saisit, et donc on partage cet espace-là. C'est vraiment du vivre ensemble. Voilà, complètement. Donc là, nous, on a porté ce jardin-là, il est en place, et après, on n'est pas animateur, le GIEC, de ce jardin-là particulièrement. Il est animé, il doit être animé par les voisins, donc on fait des petites actions pour aider à ça. Il y a la grénothèque qui s'est montée, notamment à la médiathèque, qu'on essaye de lier à ce jardin-là, qui est juste à côté. Chacun est acteur, ça c'est super. Et consommateur. Oui. Alors, et on finira par le verger. Le verger, pareil, il y a 2 ans, on a proposé, c'est une idée qui traînait quand même déjà à Bourg-des-Comptes depuis un petit moment, mais donc nous, on s'en est saisi avec l'association de faire un verger communal, donc participatif. Donc on a organisé des ateliers, les gens ont dessiné le verger, ont imaginé le verger. Ensuite on l'a financé avec un financement participatif au sein du village. On a fait la plantation. Et vous avez pu avoir un terrain ? Il y a un terrain que la mairie nous a mis à disposition, qui est assez chouette, qui est un terrain un peu en bordure du bourg, pas très connu, qui est en marge d'un parcours sportif et de petits terrains de randonnée, ça marche très bien. Et donc on a fait ce verger, et puis au cours de la conception collectif du verger, en plus des arbres, il y avait l'idée d'avoir peut-être quelques petites infrastructures, une table, des bancs, des choses pour pouvoir y passer un peu de temps. Converser, puisqu'on pensait l'endroit comme un lieu de rencontre aussi et d'échange beaucoup. Et donc là, cette année, on porte le projet d'autoconstruction d'aménagement au verger avec des ressources locales. Via des forestiers sieurs qui sont à Bourg-des-Comptes, et puis on s'appuie sur le savoir-faire et l'aide d'une association qui est l'association des Hommes et des Arbres à Rennes, qui est une association j'ai entendu parler de ça. Voilà, de charpentiers, constructeurs, forestiers, qui interroge avec une démarche de conservation du patrimoine geste, et puis qui interroge la notion de construire, d'aménagement et de la manière de s'y prendre, et avec beaucoup l'idée de faire ensemble. Donc on porte là, ce matin-là, ce week-end-là justement, on sera le GIEC animateur de la construction d'une table et d'une grande méridienne pour le verger. Donc on a fait un premier week-end le 22 avril, et là on est censé, le 13 et le 14, terminer au moins la méridienne. Donc avec des équipes de constructeurs qui sont constituées par les gens qui s'y inscrivent. Voilà, on peut s'inscrire sur notre site internet, trouver les renseignements et venir participer à cette journée-là. Vous pourrez indiquer le site internet, on le mettra sur le... Ouais. On fait toujours un petit article introduisant le podcast, et donc vous me l'enverrez si vous voulez bien. D'accord. Ok. Et beaucoup de personnes sont impliquées dans ce projet, donc vous venez de nous tracer, Thomas. On a pas mal de monde, ouais. Sur la partie plantation au verger, on avait une bonne 50aine de personnes la journée de plantation.
Et puis depuis, les ateliers, c'est assez variable, mais là, le 22, on a été 25 à peu près, 20-25, sachant que c'était une mise en route, donc on n'avait pas communiqué énormément à l'extérieur pour pas avoir trop de monde, parce que organiser un chantier participatif, c'est pas évident. Et quelle est la moyenne d'âge, à peu près? J'allais le demander. Tout âge. Ouais, tout âge. Ouais. C'est ça. Ouais, tout âge. D'accord. Tout âge, toute compétence. Les enfants participent bien? Les nôtres. Si, les enfants participent aussi. Oui, ils sont là. Après, ils jouent beaucoup autour, mais le site est bien pour ça. Donc, mais ils sont très curieux, ils ont envie. Même les ateliers de conception au départ, ils avaient dessiné des fresques. Enfin, et par rapport à cette notion de propriété privée, ce terrain c'est à moi, cette voiture c'est à moi, cette maison c'est à moi, vous sentez une évolution à ce propos ou pas? C'est difficile. Pas sur le fond, je pense. Pas de manière large. Et il y a des initiatives, il y a des choses qui naissent. Nous, on en porte dans le GIEC. Parce que là, il y a partage de jardin. Il y a partage de jardin. Il y a des petites choses qui commencent à arriver, mais en fait, ça bouscule tellement les habitudes des gens, la façon de vivre des gens. C'est déstabilisant, même pour certains. Les premiers incroyables comestibles, moi, j'en ai un aussi dans mon quartier. Les remarques qu'on m'avait fait au début, c'est tu verras, tu vas planter plein de choses et tu vas rien récolter. Et en fait, on s'aperçoit c'est complètement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui passent là, une fois que les fruits sont mûrs, on leur dit allez-y, prenez. Il y avait des tomates magnifiques cet été. Et en fait, tout le monde me disait non, moi j'ai pas participé, j'ai pas fait, donc je vais pas cueillir. Alors que l'objectif c'est ça, justement, c'est le partage, c'est tout le monde. Et même si vous n'avez pas enlevé de mauvaises herbes, faut pas dire mauvaises herbes d'ailleurs, mais si vous n'avez pas arrosé, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous avez le droit de prendre une tomate, c'est pour tous en fait. Mais les gens, ça bouscule vraiment la façon de vivre. La monnaie, c'est le travail. C'est de la transition. La monnaie, c'est le travail. Pour chaque individu. Si j'ai pas travaillé, j'ai pas de monnaie, donc je prends pas. C'est bien comme réflexe. Ça, c'est la fin de la matinée, donc. Donc après, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. La journée des transitions, ça commence par Bourg-des-Comptes. Et après, on passe ailleurs, c'est ça ? Alors après, où il y a de la simultanéité. Je reprends. En fait, on est parti dans un esprit d'aller vers l'ouest, et donc nous avons une halte de 10 à 14 heures. On met en avant le troc de plantes qui est fait par l'association Culture Bio dans le jardin derrière. Troc de plan, excusez-moi. Oui. Troc de plan dans le jardin de Culture Bio qui a derrière la Chouette et l'école de musique, en haut de l'espace Galatée. Donc Culture Bio qui est une association et qui a aussi un magnifique jardin partagé à Guichen. Oui. Et qui existe depuis de nombreuses années. Qui existe depuis de nombreuses années, et c'est aussi un lieu qui nous a semblé intéressant dans cette démarche. J'apprécie beaucoup une chose qu'a dit Thomas un jour, c'est comment, si on veut partager une voiture, faut commencer par un champ de fraises. Ou je sais pas comment tu as exprimé ça. Ou si on peut partager un champ de fraises. Non, mais voilà, c'est-à-dire que si on veut à terme partager une voiture, faut peut-être commencer par un champ de fraises. Tu peux dire cette expression. C'est pas de moi, ça vient de. Mais en fait, on a ça au fond dans la démarche qu'on a avec l'association, le GIEC des Vallons. On a cette idée-là sur on cherche à faire du participatif, on cherche à impliquer les gens, on cherche à les rendre acteurs. L'idée de l'association, c'était de faire de l'émulation. On parlait d'émulation, se dire, on se saisit d'un sujet, puis on trouve un moyen d'action, puis on essaie de faire de l'émulation sur ce truc-là pour ramener les gens à participer avec nous et à monter eux-mêmes le projet. Nous, on est juste le petit détonateur, le petit truc qui fait que ça démarre. Et en réfléchissant autour de nos projets, notamment donc Verger, Incroyable Comestible, l'autre fois à la fin de l'Assemblée Générale de l'association, pour résumer en partie ce qu'on disait, il y a un des membres, Mathieu, de l'association, qui avait eu cette phrase-là, en expliquant que, l'Incroyable Comestible, ça sert à quoi ? Ça sert à voir qu'on peut partager un champ de fraises,
Parce que quand déjà on a fait le chemin intérieur pour se dire on est capable de planter des fraises qui sont à moitié à nous mais pas vraiment à nous, et puis que tout le monde peut en avoir, et nous aussi, et on est content de le faire et on trouve ça bien, et on a fait un premier pas pour se dire que finalement pour partager une voiture, il y a un petit peu de ça quand même. Pour partager un espace collectif dans le cadre d'un écoquartier qui serait créé, où finalement on a une chambre en moins et puis on n'a pas sa place de parking, mais on a un truc collectif où quand la famille vient, on peut loger la famille là, on s'organise avec le voisin. C'est moins confortable, c'est moins facile que d'avoir une maison plus grande. Mais en fait, c'est possible. Et ça participe aux transitions. Et c'est forme de communisme. Non, c'est pas ça. Non, mais le mot commun, pas c'est commun, de création de commun. Voilà, on est très attaché à la création de commun. Pas le communisme. En bref, ça fonctionne pas comme dans les kibboutz, par exemple, non plus. Voilà, oui. Puisque chacun garde sa maison et son terrain. Tandis que dans un kibbutz ou dans les kolkhozes, c'était pas comme ça, quoi. La mise en commun, c'est aussi la mutualisation de moyens. Voilà. On se rend compte que chacun garde son jardin, c'est ça. Moi, je trouve que la transition, elle est aussi dans le terme de consommation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans une consommation passive. C'est-à-dire le produit est fourni et je pense que j'ai... Je paye en général. Et en fait, on arrive vers une consommation où il faut être beaucoup plus actif. C'est-à-dire participer, mutualiser, avoir des initiatives un peu plus partagées. Et les gens y viennent, je vais dire, de plus en plus. Nous, on le voit par ne serait-ce que les sites d'entraide et de demande, d'échange, etc. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort. Et ça, c'est bien. D'accord. Merci Marie-Christine. Un obstacle dans la durée, l'urbanisation. Alors, entre 12 et 14 heures, chacun amène son sandwich, c'est ça? Comment ça se passe, Jérôme, là, oui? Alors, nous avons, Thomas... Au Verger, nous, on est en chantier tout le week-end. Le samedi midi, on fait à manger. D'accord. Voilà. C'est pour nos auditeurs. Et puis des galettes saucisses, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc les participants à la randonnée le matin pourront manger sur place. Voilà. D'accord. Ça fait partie vous pourrez moyen de financement. Garder vos calories, ça c'est important aussi. Voilà. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Et ensuite, après... on va. Ah non, Jérôme. Donc juste, on parlait du troc-plan culture bio de 10 à 14 heures et on voudrait aussi parler le goût d'ici, qui est en fait un groupement de producteurs dans la zone industrielle de Guichen. Voilà, producteur du territoire, organise à 11h à la médiathèque de Guignen une dégustation de produits autour d'un débat d'une présentation d'un livre d'un agriculteur. Et malheureusement, j'ai oublié ma fiche à la maison. Tu te rappelles plus du titre du livre? Mais c'est à 11h à la médiathèque de Guignen, suivi d'une dégustation de produits du goût d'ici. Et donc, c'était aussi, une réflexion de mise en avant d'une action, qui nous était un peu passée au-dessus, on n'avait pas visible, mais on souhaite la mettre aussi en avant. C'est bien dans les informations là-dedans. Voilà, mais c'est bien mais aussi, donc nous avons un Facebook au niveau du Conseil de développement du Pays de Wallon-de-Vilaine et je crois que c'est inscrit dessus. Voilà. D'accord. Et donc après, nous retrouvons à la ruche, qui a déjà commencé dès le matin, mais Marie-Christine nous en parlera. Ça a commencé dès le matin. Oui. Bon, alors Marie-Christine, on vous écoute. À la ruche, ce jour-là, donc on a le petit marché des créateurs locaux. Alors c'est quoi le petit marché? Donc c'est un petit marché. C'est le matin. Alors c'est toute la journée. Ah bon. Ça démarre à 10h et puis il est jusqu'à 18h, voire même peut-être un peu plus si certains exposants veulent rester. L'idée c'est de ce petit marché qu'on a initié pour la première fois l'année dernière, donc c'est la 2e édition. C'est de mettre en avant le savoir-faire de nos créateurs, des gens qui créent, des artisans créateurs locaux et des producteurs locaux aussi. Donc on a aujourd'hui une quinzaine d'inscriptions qui vont vêtements, vanneries, des bijoux, des artistes aussi, peintres.
et puis des produits locaux de notre territoire. En parallèle, le matin, on anime exactement. Il y a une association, l'association Physalis aussi, qui fait un troc de plans sur la commune. Et puis, et on a également notre Ripper Café, qui en général se tient le 3e samedi du mois, mais avec tous les ponts de mai, on a dit pourquoi ne pas faire justement le jour de la journée des transitions le Ripper Café. Et puis ensuite, on continue sur l'après-midi, au déjeuner. On reste dans la traditionnelle galette saucisse aussi pour les gens qui seront présents. Et il y a une association qui s'appelle le Fourneau des Scies, avec qui on commence à mutualiser un petit peu nos initiatives, et qui propose à partir de midi une dégustation à l'aveugle de produits locaux avec une animation assez originale. Produits locaux de la région de Bollon, oui, du territoire. L'ensemble du territoire, qui est assez vaste. Et donc ils vont cuisiner des petites bouchées que les gens vont déguster à l'aveugle. Et puis ensuite, il y a une... Quand vous dites à l'aveugle, on va leur border les yeux, c'est ça? Voilà, tout à fait, ou dans le noir, je ne sais plus. Ça se passe sous un barnum. D'accord. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'exprimer derrière, par le dessin et la couleur, le résultat, le ressenti de la saveur de la bouchée dégustée. Ah oui, c'est original. Et donc, il y aura une exposition des dessins et des peintures. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi... éventuellement, les gens, s'ils souhaitent participer à cette dégustation, peuvent réserver soit sur le site des Fourneaux des Scies, soit sur le site de faudra la nous ruche. donner les adresses pour qu'on puisse mettre sur le site de Radio Laser, si vous voulez bien. Tout à fait. Et puis l'après-midi se passe dans toute la journée aussi le comité de développement. Il y aura une salle réservée avec une exposition de tous les travaux faits justement sur les transitions, la journée des transitions, les groupes de travail. On va avoir passage de film. Jérôme, je te laisserai finir. Et puis l'idée aussi, c'est d'échanger, de partager jusqu'à tard le soir cette journée des transitions, pour pouvoir aussi réfléchir ensemble sur l'avenir et puis faire un peu la fête aussi. Et donc il y a des groupes musicaux qui démarreront à partir de peut-être 17h et puis 19h et 20h avec un repas surprise. Jérôme, je vais finir la journée. C'est vraiment une grande journée, absolument, très riche. Jérôme, alors le repas surprise, là... c'est une surprise. Donc, la ruche nous a mis à disposition une pièce pour échanger avec les personnes qui viendront à les habitants du territoire, à cette journée des transitions, pour expliquer un petit peu nos travaux, nos groupes de travail. On aura aussi de la musique, et je vais en parler tout de suite, mais on a un point d'orgue. On va passer pour la première fois, notre film qui s'appelle Unis dans la diversité, qui est un film sur l'agriculture du territoire, qui est un peu une photographie qui montre que il y a une dynamique sur le territoire entre les traditionnels, les bio-organiques, et une volonté d'aller vers le meilleur. Voilà. Et en fait, cette photographie, ce film qui est une photographie de l'agriculture, est une première base pour réfléchir aussi aux transitions agricoles, à la biodiversité, à l'eau, et à un échange avec le public sur ces transitions. D'accord. Et par rapport à ça, on va faire une petite aussi dégustation le soir, et il y a un débat qui est ouvert sur l'évolution de la consommation, et particulièrement l'élevage et les produits de substitution à l'élevage. Et donc samedi soir, on va tester
deux choses, c'est-à-dire dans un petit burger, une viande normale et une viande végétale. Oui. Et on va voir un petit peu la différence qu'il y a entre les deux, et ce qui permet aux gens de se faire aussi une idée. C'est-à-dire que c'est bien aussi d'en parler, mais autour de ça, il y a toute la réflexion aussi sur l'animal, sur le bien-être animal, sur l'animal qui a évolué autour des années, génétiquement, et manipulé d'ailleurs génétiquement, mais aussi qui a été toujours proche de l'humain. Alors est-ce que demain on aura un monde agricole sans élevage, avec que des protéines végétales? Oui. Enfin voilà, donc c'est aussi une interrogation sur ces transitions, sur ces mutations agricoles, et l'idée aussi, c'est de faire naître à partir de ça un débat entre les pour, les contre. Il y aura des éleveurs, il y aura des, et je pense que c'est de ce débat-là, le Conseil de développement est un lieu de débat, est un lieu d'expression, et où on peut s'exprimer, d'échanger des idées. Oui. Et je pense que c'est voilà, c'est quelque chose d'une formation, c'est une éducation populaire. Et voilà, on essaye de mettre un petit peu. À propos d'éducation, juste une seconde. Dans un débat comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une crainte éventuellement de voir des gens un peu dogmatiques, prétendument ayant la vérité devant s'imposer aux autres? Qu'est-ce que la vérité? Ça, ce sera un grand débat. Non, imposer leur vérité. Alors, il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à la viande, là. Vous allez tester la viande normale, de la viande végétale, et vous savez que maintenant, il y a des expérimentations qui se font, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, entre autres, qui consistent à faire des biopsies de muscles striés squelettiques. Oui. Et ces cellules musculaires striées squelettiques, vous les mettez en culture. Alors ça peut être du bœuf, mais vous ne tuez pas le bœuf. Je vous le dis. Et le bœuf n'est pas tué, on les met à se multiplier, ces cellules, et quand vous les goûtez, ça ressemble à de la viande qui n'est pas de la viande... c'est de la viande animale finalement, mais qui a, par rapport à la discussion dont tu parlais... c'est un autre notre relation aussi à l'animal. Oui. Et donc, on goûte cette viande, on croirait un steak. Contrairement à la viande, entre guillemets, aux protéines plutôt végétales. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un monde rural. Oui. Je reprendrai le terme un des coprésidents du Conseil de développement qui s'appelle Jean-Marie Van Hout, et qui je dirais, mais il y a le rôle du paysan accueilleur, aménageur du territoire est important. Et le paysan, l'agriculteur façonne aussi nos territoires. Et avec ce qu'il y a, je rappelle toujours qu'on est quand même en Ille-et-Vilaine le premier département laitier de France. Je voulais juste rappeler, quand on parle alimentation, le premier besoin humain, c'est l'alimentation. On s'est rendu compte... L'air aussi. Et oui, respirer. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs éléments essentiels, l'alimentation. Voilà, mais qu'il y a aussi beaucoup de tensions. Et juste pour donner quelques chiffres, mais en Bretagne, nous sommes 3 millions de Bretons, 3 millions de personnes, et la Bretagne nourrit 13 millions de personnes. Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi ça qui est important dans cette transition, c'est cette évolution qui doit être faite, parce que on ne pourra plus, à partir d'un moment, tirer de la terre ce qu'elle ne pourra plus donner. Voilà. Donc, il faut maintenant... Ça commence déjà. Il faut maintenant s'y préparer. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Je ne veux pas tracer quelque chose de triste. Je pense à un film que peut-être que vous avez vu, qui s'appelle Soleil vert, avec Charlton Heston, entre autres, où finalement, on est dans des conditions où finalement, on n'a pas respecté la nature, on a pollué au maximum, etc., et on arrive pour se nourrir, à utiliser des comprimés. Et je ne vais pas dire la comprimée, c'est pas la fête. Peut-être que ce serait mieux d'utiliser des cellules résultats d'une biopsie comme des comprimés. que ce que
saurait, si l'on regardait le Pour film. nourrir les urbains, oui, parce qu'on peut faire ça dans un laboratoire. Oui. Mais la campagne dans l'histoire. Oui, mais bon, on peut très bien produire les produire aussi et les distribuer dans ces conditions. Jérôme. Quand on parle il y a toute une vraie réflexion aussi, à partir de Terralim, du CIVAM, sur les circuits courts. Mais les circuits courts qui alimenteraient les villes. Parce qu'on s'est rendu compte lors des dernières crises qu'en cas de blocage, par exemple, de Paris, il y a 3 jours de consommation dans les hypermarchés. Donc, à un moment ou à un autre, il peut y avoir une rupture alimentaire dans certaines grandes villes. Donc, comment alimenter ? Comment eux pourraient produire des choses ? Voilà. Et donc, ça fait aussi peut-être partie de l'agriculture urbaine, de la permaculture, voilà. Mais comment arriver à trouver des solutions ? Voilà. Bien sûr, on va pas parler d'Émeric Caron, de ces personnalités-là qui sont pour un changement radical de nos façons de nous alimenter. Ça serait un autre débat. Ça serait un autre débat. Je rappellerai aussi qu'on a un Yves Cochet, je crois, Yves Cochet, qui est d'Ille-et-Vilaine, nord de Rennes, là, oui. Voilà, qui parlait aussi vraiment de surpopulation, de pessimisme. Pour lui, on va dans le problème. Pour lui, Yves Cochet. Il y a plusieurs données dans le problème. Et il y a la population et la surpopulation sur des territoires. Enfin, on va plus avoir beaucoup de temps. Des données qu'il ne faut pas oublier non plus. On va être obligé d'abréger bientôt cette chronique-là. Ce que je voulais simplement aussi dire, c'est que premier point, est-ce qu'on doit réserver les places pour ces tests de viande provenant d'animaux et protéines provenant de végétaux ? Est-ce qu'il faut réserver pour les spectacles ? Il n'y a pas de réservation possible ? C'est libre. L'accès est libre à toutes et à tous. Les enfants sont bienvenus. Voilà, il y a les animaux aussi. De compagnie. Quand il y a plus, il y a plus. Voilà, c'est plutôt. Voilà, on est aidé par Élodie Daniel. Sur ce projet-là. Ah oui, qui fait un gros travail. Qui fait un gros travail avec le Conseil de développement et qui est aussi, je dirais, une fana du zéro déchet et qui nous a dit, ben voilà, quand il n'y en a plus, mais surtout, ne pas surconsommer et ne pas gâcher. Voilà. Et on s'est pris dans cette réflexion sur cette journée. Voilà. Et peut-être rajouter que l'accès est libre, tout le monde en attend. Tout le monde, et que voilà, chacun peut amener son pique-nique aussi. Il y aura des tables, il y aura, on a appelé le soleil et le beau temps, et on espère que donc il n'y a pas de soucis. Donc le message de Marie-Christine. Le message de Jérôme. Donc il y aura aussi des animations, dont un concert on sera pas dans le Fest-Noz, mais on sera plutôt dans l'irlandais avec un groupe qui s'appelle Air Before, du Celt, voilà. Les amateurs. Et avant un groupe plutôt calme. Ouais, mais où on peut danser aussi, c'est le duo de Lune, je crois. Voilà. Et donc il y aura un petit bar, il y aura une petite restauration, mais l'idée aussi que ceux qui souhaitent venir sans consommer et amener quelque chose, amener leur pique-nique, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est grand partage. Okay. Virginie et Thomas, peut-être pour petit message. De façon générale, sur les actions qui sont menées sur le territoire, c'est nous ce qu'on attend et le besoin qu'on a, c'est que les gens bougent, les gens s'emparent des choses. On essaye nous d'être à l'initiative d'un certain nombre de projets, de poser les bases pour fabriquer du commun, vivre ensemble, faire ensemble. Mais là, la marche suivante, c'est qu'il faut que les gens s'emparent eux aussi de toutes ces questions-là pour que le territoire avance collectivement. Il n'y a que collectivement qu'on va arriver à relever les défis. Oui, tout à fait. Thomas, peut-être ? Oui, non, pour compléter ce que dit Virginie, oui, c'est vrai que nous on le ressent juste à notre échelle au sein de l'association de ce qu'on fait. Des fois, on arrive à amener les gens à participer, mais à nos événements, à ce qu'on essaie de faire, mais on est encore beaucoup dans un rapport de consommation de l'événement qu'on propose, quoi.
on a du mal à l'émulation qu'on imagine. Bon, pour l'instant, ça émule doucement, on va dire. Voilà. Mais bon, voilà, on reste très positif. Et puis pour le 13, là, on invite tous les gens que ça intéresserait à venir. C'est toute la journée, donc soit dans le cadre de la visite de la balade des transitions dès le matin, soit venir le manger le midi, soit venir parler, parce que c'est là la journée, elle est à l'image de ce qu'on veut faire au Verger. C'est un lieu de rencontre, de parlotte, d'échanges divers. Donc voilà, toute personne intéressée peut venir voir. Il y a un petit, je crois que sur notre site internet, sur le descriptif de la journée, il y a un lien avec la situation géographique du Verger. Petit propos pour finir, pour entreprendre et réussir ces transitions que vous proposez, bien sûr, il faut s'impliquer pour les initier, puis en assurer le développement. Donc, venez rejoindre tous ces acteurs, venez participer au conseil de développement, impliquez-vous. Allez voir le film Unis dans la diversité. Ça, c'est un très beau film, Jérôme en parlait. Et ça me fait penser à ce que disait Saint-Exupéry, loin de me léser, ta différence m'enrichit. Et quelque part, chacun doit apporter des choses pour que chacun avance. Donc venez à la journée des transitions. Rendez-vous le 13 mai, dès le matin. Rappelez-vous, Bourg-des-Comptes. Ensuite, Guichen, vous rajoutez. Et ensuite, toute la journée, bien sûr, au tiers-lieu de la ruche qui se trouve à Beaulon. Alors, prenez soin de vous, toujours, et aussi, des autres, et aussi de l'environnement. Plus que ça. Merci. De la Terre elle-même. De la Terre elle-même. L'environnement, c'est notre Terre. Enfin, et peut-être l'espace aussi, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Et au-delà. Le livre. Voilà. Et au-delà. Et l'au-delà. Bien, merci Jérôme, merci Marie-Christine, merci Virginie, merci Thomas. Et puis, merci à nous-mêmes, André. On se remercie chaleureusement pour cette générosité de parole. Et bon week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.